vais commencer par vous faire lire cette petite phrase qui est derrière moi. Je vous lis pour ceux qui sont un peu loin. Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu'il y aurait une révolution demain matin. Henry Ford, que vous connaissez tous bien sûr, le constructeur d'automobiles. Donc mon objectif est clair. Puisque ce soir, dans une petite heure, vous aurez tout compris du système monétaire, demain matin, on fait la révolution des nez rouges, bien entendu. Mais, allez-y, oui, applaudissez la révolution. Bon, je vais commencer par vous lire une petite histoire que j'ai trouvée dans un petit livre, que vous pouvez acheter d'ailleurs sur les stands là-bas, qui s'appelle La face cachée de la monnaie, et qui a été édité par une petite association qui est à Arles, qui s'appelle Journarl. Je vous la lis, et puis je vous fais quelques commentaires. Je vais essayer de faire un effort. Nous sommes à Condé-sur-Gartempe. Je ne vous donne pas le numéro du département, vous ne le connaissez pas, c'est pas possible. Une jeune femme d'apparence convenable. Non, je reprends mon texte parce que je l'avais modifié, parce que d'apparence convenable, j'avais barré. Mais enfin bon, je l'ai dit. Trop tard. Ça y est, il me semblait qu'il me manquait quelque chose. Donc, une jeune femme débarque un vendredi matin à Condé-sur-Gartempe, à la gare. Elle réserve une chambre pour la nuit à l'hôtel de la gare. Elle laisse un billet de 100 € tout neuf. Puis elle s'en va visiter la vieille ville. Le pâtissier, qui a vu la scène, dit au patron de l'hôtel : « Cela fait 6 semaines que vous devez me payer 100 € pour la pièce montée que j'ai livrée à l'occasion de la communion de votre fille. » Le patron lui donne le billet de bonne grâce. Comme cette scène a été vue par d'autres, elle se reproduit 5 fois, car le pâtissier devait 100 € au minotier, qui en devait autant au garagiste, lui-même débiteur de cette somme au boucher, qui avait réglé 100 € au représentant de la maison Erlida, lequel devait à son tour acquitter sa chambre à l'hôtel de la gare pour 100 €. Donc une fois que le billet a fait le tour du village, il revient à l'hôtel avec le représentant Erlida qui paye sa chambre 100 €. Il redonne donc le billet au patron de l'hôtel. Le vendredi soir, en rentrant de promenade, la jeune femme annonce qu'elle annule sa réservation. L'hôtelier lui rend donc son billet. Elle le regarde de près. C'est effectivement mon billet. Elle sort son briquet et le brûle. C'était un faux billet, dit-elle, se tourne et s'en va. C'était un faux billet, mais c'était de la vraie monnaie. Puisque vous avez compris que tout le monde ayant confiance dans ce billet, tout le monde l'a accepté, et ce billet a éteint les dettes de tout le village pendant la journée. Donc, première remarque, la dette, comme le disait Thomas tout à l'heure, précède bien la monnaie. Il y avait des dettes, tout le village était en dette, mais on n'avait pas de monnaie apparemment, ou pas assez, et donc les dettes étaient inscrites quelque part sur un bâton de comptage ou autre, ou sur un compte quelconque, et tout le monde attendait que cela se passe. La monnaie est arrivée, mais remarquons qu'elle n'était pas indispensable en fait, puisque le village aurait pu faire comme on faisait encore au XVIe siècle dans les villages anglais. De temps en temps, tous les 6 mois, tous les ans, le village se rassemblait et chacun annonçait ses dettes. Moi, je dois tant à un tel, je dois tant à un tel. On faisait les comptes et puis on échangeait les dettes. Bon, je dois 100 € à A, qui doit 100 € à B, qui les doit à C. On annule les dettes, d'accord ? Puisque chacun a une dette envers l'autre. Et en fait, on ne payait que les soldes. Bien sûr, ça ne tombait jamais juste. Il y en avait toujours qui devaient un peu plus qu'on ne leur devait. Donc, on payait les soldes en monnaie. Donc, la monnaie servait, donc, dans ce cas-là, essentiellement à payer les soldes. Mais dans notre exemple, ce n'était pas nécessaire puisqu'on a fait, dans l'exemple, en sorte que les nets des uns s'annulent
tout à la fin. Donc la monnaie n'était pas nécessaire, il suffit de se rencontrer et de dire, bon, entre l'hôtelier, le garagiste, le minotier, on se doit les uns les autres 100 euros, on annule tout et tout le monde est content puisque en annulant les dettes, plus personne ne doit rien à qui que ce soit et les dettes sont payées. Donc le problème est réglé. Deuxième petite remarque que je voulais faire, c'est que dans ce cas-là, on voit que la monnaie arrive de l'étranger. La jeune femme arrive par la gare, donc elle a un billet, elle arrive de l'étranger. C'est un peu la même idée que développe dans un petit livre que vous pourrez trouver sur Internet de Louis Even, qui s'appelle L'île des naufragés. Vous trouvez ça facilement sur Internet, c'est facile à lire, c'est une petite fable de rien du tout, de naufragés qui se retrouvent isolés et qui en fait se complètent par leurs activités et chacun échangeant avec ses copains sans aucune monnaie. Puis arrive quelques semaines plus tard un banquier qui lui a dans un tonneau de l'or, soi-disant. Il cache le tonneau et il émet de la monnaie. Pour que les transactions se fassent en monnaie et non plus par échange simple, par échange de dette en fait. Mais bien sûr, quand il crée la monnaie, il prête cet argent. Et donc, tous les naufragés doivent rembourser leurs dettes plus un intérêt qui va bien sûr dans les poches du banquier. Ça veut dire que vous empruntez et vous remboursez plus que vous n'avez emprunté. Et qui empoche le taux d'intérêt? Le banquier. Et bien sûr, l'histoire finit par le fait qu'au bout de quelques temps, le banquier a récupéré toute la monnaie qui était sur l'île et qu'il a créée, puisqu'il faut que chacun, tous ceux qui ont emprunté, remboursent plus qu'il n'a emprunté. Et donc, il y a une accumulation rapide. Donc, mais c'est ce qui se passe en fait dans la réalité. On en reparlera tout à l'heure. Alors, revenons à la réalité, puisqu'il y a de la monnaie. Donc en effet, on pourrait se passer de la monnaie, comme disait Thomas, mais monnaie il y a, donc rentrons dans cette réalité. Bon, cette monnaie est créée à partir de rien, je vous le rappelle. D'accord ? On a cru pendant très longtemps qu'on l'a créée à partir de l'or qu'on avait. Oui, j'ai oublié de vous dire que dans l'histoire du naufragé, en fait, le tonneau était vide. Hein. Bien évidemment, il était plein de cailloux, mais ça fonctionne très bien. Il suffit d'avoir confiance dans les cailloux. Hein. Bon, on a plus confiance dans l'or, bien évidemment. Donc, soi-disant, on crée la monnaie à partir de l'or. Mais l'or, en soi, n'a pas de valeur, ça n'a pas d'utilité. Vous pouvez toujours avoir un tonneau d'or dans le désert, vous mourrez de soif quand même. Ce n'est pas un problème. Donc, en fait, la monnaie repose toujours sur la confiance. Bon, c'est d'autant plus vrai que depuis 1971, je vous rappelle que depuis que Nixon a interdit la convertibilité du dollar en or, il n'y a plus aucune monnaie qui est fondée sur l'or. Mais l'or n'était pas indispensable de toute façon. Ce qui est indispensable, c'est la confiance. C'est-à-dire que quand vous recevez un billet, vous voulez être sûr que vous pourrez l'utiliser pour acheter n'importe quoi. Et ça vous donne confiance. Et la monnaie est créée seulement sur cette confiance. Et comment se crée cette monnaie? Par un simple jeu d'écriture, puisqu'aujourd'hui, ce sont les banques privées qui créent à peu près 95% de la monnaie, ou 90%, qui est de la monnaie scripturale. Elles la créent au moment où vous faites un emprunt. Vous voulez construire une maison, vous n'avez pas les 200 000 euros nécessaires, vous allez voir votre banquier qui, tout sourire, va vous prêter, bien sûr, cette monnaie, 200 000 euros. Il va inscrire 200 000 euros sur votre compte. Au moment où il inscrit les 200 000 euros sur votre compte, la masse monétaire a augmenté de 200 000 euros. Et quand vous rembourserez votre emprunt, eh bien, il va détruire peu à peu. Si vous remboursez 1 000 euros par mois, eh bien, chaque mois, il va enlever 1 000 euros de la monnaie qui a été créée. Et à la fin, eh bien, les 200 000 euros ont été créés au départ et auront disparu au fur et à mesure où vous aurez remboursé le capital. Sauf qu'entre-temps, en même temps, vous versez un taux d'intérêt. Et je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est là qu'est le piège. Alors, comme vous remboursez plus que vous n'avez emprunté, faites votre petit calcul. Si vous avez emprunté, regardez votre
votre petit échéancier là, vous allez voir que très souvent, vous remboursez le double de ce que vous avez emprunté. Parce que vous empruntez à 2%, vous dites, oh là, c'est de la rigolade. Mais en 2% sur 30 ans, ça peut doubler la somme, puisqu'il faut 35 ans pour doubler la somme avec 2%. Donc vous voyez, vous n'êtes pas loin. Bon. Mais ce taux d'intérêt, lui, il ne va pas être détruit, bien évidemment, puisqu'il est récupéré par les banquiers. Et comme vous allez rembourser plus que vous n'avez emprunté, il faut bien que cette monnaie soit créée quelque part. Donc il y a toujours, on va toujours manquer de monnaie finalement, puisqu'on emprunte, c'est la masse monétaire, mais on rembourse plus qu'il n'y a eu de création. Quelle est la solution? Et la seule, c'est qu'il y ait une nouvelle création qui se fasse. Il faut absolument que les banques créent plus de monnaie à un moment que la monnaie qui a été créée précédemment. Sinon, vous ne pourrez pas rembourser à la fois le capital et l'intérêt. Bon. Et pour qu'il puisse y avoir une création monétaire supplémentaire permanente, il faut de la croissance, tout simplement, parce que la croissance de la production, elle se fait essentiellement par une augmentation de l'investissement, investissement qui, lui, est financé essentiellement par de la création monétaire. Même si on nous raconte dans les livres d'histoire que ce sont les capitalistes au départ qui ont placé leur argent et qui l'ont mis à la disposition de la société, si vous regardez de près, l'essentiel de la croissance économique et de la révolution industrielle s'est fait à crédit. C'est-à-dire que les entreprises, en fait, une partie, bien sûr, elles l'empruntent à des actionnaires, à des gens qui ont un peu de fric, mais l'essentiel, il est emprunté auprès des banques. Donc, l'investissement est financé par la création monétaire. Alors, s'il y a de la croissance, il y a de la croissance de la masse monétaire, donc vous pouvez rembourser à la fois votre capital et l'intérêt que vous devez verser en plus. Mais il ne faut pas que cela s'arrête. Si jamais il n'y a plus de croissance, comment vous faites? On va créer moins de monnaie. Mais si vous créez moins de monnaie, comment allez-vous rembourser à la fois votre capital et vos intérêts? Eh bien, vous ne pouvez pas. Donc, il faut faire, comme le disait Thomas, une année jubilatoire. Il faut supprimer simplement les dettes. Ou bien vous supprimez les créanciers, ce qui est beaucoup plus simple. Voilà. Mais dans l'histoire, c'est assez commun. Hein. On leur coupe la tête. Hein. Je vous rappelle que l'antisémitisme vient pour une bonne partie de cela. De nombreux pogroms étaient faits pour supprimer les créanciers. Si vous tuez les juifs qui vous ont prêté du fric, vous ne devez plus rien. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu des affaires désastreuses et monstrueuses, entre autres. Je regarde un peu l'heure parce que je vois que je suis toujours aussi bavard. Alors, tout ceci, bien sûr, arrange le système bancaire. Il faut créer de plus en plus de monnaie et donc recevoir de plus en plus d'intérêts. Et cet intérêt, il va où? Alors, une partie, bien sûr, va au paiement des salaires des employés de banque, ce qui est assez logique. Bon. Mais une grosse partie va grossir les profits des actionnaires des banques. Mais bonne affaire, puisque les actionnaires des banques vont accumuler les intérêts. Comme aujourd'hui, en particulier, les États sont en déficit, ils vont reprêter, sous forme d'obligations d'État, reprêter cette monnaie aux États, qui vont verser un taux d'intérêt, qui pourront reprêter aux États toujours en déficit, puisque une partie du déficit est créée par l'intérêt que l'on verse. Je vous rappelle que pour le budget français, c'est à peu près 50 milliards d'euros chaque année d'intérêt. Je ne parle pas du remboursement du capital, on ne le rembourse pratiquement jamais, puisqu'on renouvelle en quasi-permanence. Mais chaque année, on verse 50 milliards d'euros, rien que nous, contribuables français, aux actionnaires des banques. Alors imaginez à l'échelle mondiale ce que cela peut représenter. Hein, c'est gigantesque. Un petit exemple pour voir que la masse monétaire augmente et doit augmenter. En 1999, lorsqu'on a donc commencé à faire circuler l'euro, la masse monétaire était à peu près de 4 500 milliards d'euros. 4 500 milliards d'euros. 2 fois le PIB actuel de la France.
En 2017, enfin le dernier chiffre que j'ai c'est 2016, il était, non c'est 2018, excusez, non 2016, à 11 milliards 500 millions. On est parti de 4 500 milliards, on est à 11 500 000, on est à 11 500 milliards d'euros, ce qui correspond à peu près au PIB de la zone euro. Donc vous voyez, la masse monétaire n'a pas besoin d'être aussi importante que le PIB, alors que la monnaie sert à échanger le PIB en gros, si je mets à part la spéculation qui en pique les trois quarts. Mais en fait, comme chaque euro sert à plusieurs transactions dans l'année, vous n'avez pas besoin de créer autant de monnaie qu'il y a de PIB à échanger. Mais cette masse monétaire augmente en permanence. Si jamais elle commence à diminuer, c'est la catastrophe. Hein. C'est ce qu'on appelle la période de déflation. Je n'insiste pas, mais c'est assez catastrophique. Bon, toujours est-il que par ce système, le patrimoine Bon, la conclusion de tout ça, c'est que par ce système, le patrimoine planétaire va être accumulé entre les mains de quelques individus. Ceci dit, finalement, c'est une bonne solution, puisqu'à la fin, on n'aura coupé qu'une seule tête. Une fois qu'il y en aura un qui aura tout, vous réglez le problème d'un seul coup de couteau. C'est quand même c'est ce qu'il y a de plus pratique, finalement. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. C'est même très ancien, puisqu'on a retrouvé, au moment de la découverte de l'écriture en Mésopotamie, c'est-à-dire sur des petites plaquettes, là, donc il y a à peu près 5000 ans, 2400 ans avant Jésus-Christ, on s'est rendu compte d'abord que l'intérêt dont je vous parle, qui est assez peu répandu dans l'histoire, on n'a pas trouvé de traces, par exemple, de taux d'intérêt à l'époque en Égypte pharaonique, par exemple. On en a trouvé beaucoup à Babylone et donc dans toute la Mésopotamie. Donc l'intérêt n'existait pas partout. Enfin, en tout cas, on n'en sait trop rien. Mais on est sûr qu'il y a plus de 5000 ans, en Mésopotamie, le taux d'intérêt existait. Puisque sur les premières plaquettes qu'on a trouvées, on a trouvé des prêts avec des taux d'intérêt. Et en effet, comme le disait Thomas, c'était des taux d'intérêt gigantesques, hein, qui pouvaient aller jusqu'à 20%. C'est énorme. Je vous rappelle qu'avec un taux d'intérêt de 1%, avec un taux d'intérêt de 1%, vous doublez votre richesse en 70 ans. Si vous avez un taux d'intérêt de 2%, vous la doublez en 35 ans. Avec 20%, vous la doublez en 3 ans. Vous doublez, celui qui a prêté va doubler sa richesse en 3 années. C'est gigantesque. Et là, l'accumulation, la concentration du patrimoine est énorme. Et sur certaines petites plaquettes, donc, on a trouvé que des riches commerçants, parce que c'est eux qui avaient la possibilité de prêter, donc prêter aux paysans qui ne pouvaient pas attendre la récolte. L'un des problèmes de la terre, c'est que la récolte ne vient qu'une fois ou deux par an, et donc il y a des moments de creux. Donc les riches marchands prêtaient à des paysans à des taux d'intérêt gigantesques, et bien sûr exigeaient le remboursement. Et comme assez régulièrement les paysans ne pouvaient pas rembourser, eh bien les riches commerçants s'appropriaient, bon, d'abord moutons, vaches, cochons, etc., bien sûr, la maison, puis les servantes, les enfants, les épouses. Tout le patrimoine du débiteur tombait finalement, très rapidement, éventuellement, dans les poches des riches commerçants qui accumulaient donc en fait toute la richesse de la société dans laquelle ils étaient. Bon, l'avantage de ce système, au moins, c'est qu'il est clair. Hein, on voit apparaître clairement qu'il y a une accumulation parce que ce sont des richesses matérielles qui se voient. Mais aujourd'hui, on est dans le même phénomène. On est dans un phénomène de concentration et ça, vous le repérez par l'énormité des inégalités que vous voyez aujourd'hui, par l'amoncellement des bénéfices
et la concentration du patrimoine chez quelques PDG et actionnaires du CAC 40, entre autres pour la France. Alors, que faire? Puisqu'il faut que j'avance un peu. Bon. Dans le système actuel, la monnaie est incontournable. On a pris une telle habitude que tout le monde paye en monnaie, qu'on est bien obligé de s'y faire. Alors, on peut éventuellement être encore plus révolutionnaire que je vais l'être, essayer d'imaginer un système où il n'y a plus de monnaie. Bon, franchement, je pense que ce n'est pas nécessaire parce que la monnaie, c'est quand même pratique. C'est pratique. Bon, le problème, c'est la façon dont on va la créer et l'utiliser. Et ce que je propose, et là je vais être comme Thomas, essayer d'être radical au sens propre du terme, donc là il faut vraiment bousculer le système. Alors on a deux solutions. La première, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, on attend que ça se passe. Et tôt ou tard, fatalement, une fois que certains seront empâtés dans leur richesse, il va se passer quelque chose. En tout cas, dans l'histoire, c'est toujours ce qui s'est passé. Mais c'est en général assez violent. Et puis, on ne sait pas trop comment ça va tourner. Et d'ailleurs, en 1789, ça a tourné au système qu'on connaît aujourd'hui. Donc, finalement, ce n'est peut-être pas la peine de recommencer de cette façon-là. Donc, on peut peut-être anticiper. Alors, je vous propose quelques moyens d'anticiper. Alors, comme le disait Thomas, la première chose qu'il faut faire, de mon point de vue, c'est de séparer les activités bancaires des banques d'affaires, celles qui spéculent. Après tout, elles spéculent, elles font des bêtises, elles se ruinent, les actionnaires font faillite. C'est ceux qui ont placé leur fric là-dedans qui sont embarrassés, c'est leur problème. Et mettons de côté les banques de dépôt, celles dans lesquelles on a nos comptes en banque, c'est-à-dire celles qui prêtent, qui créent la monnaie. Les banques d'affaires n'ont pas le pouvoir de création monétaire, théoriquement. Et comme aujourd'hui, les banques d'affaires et les banques de dépôt, ce sont les mêmes, comment voulez-vous vérifier que les banques de dépôt ne créent pas de la monnaie pour faire des affaires? Ça, on peut l'imaginer facilement. Bon, donc si vous les séparez, franchement, non pas comme on l'a fait dans le dernier quinquennat, avec une mini-réformette là, pour faire croire qu'on séparait les banques d'affaires et les banques de dépôt, alors qu'en fait, ça représente peut-être 5 ou 10% des activités des banques. Il faut vraiment les séparer complètement juridiquement. Il ne faut pas qu'une banque puisse faire du dépôt, enfin de la création monétaire, et des affaires. Bon, ça, c'est le premier point. Et celles qui nous intéressent, nous, ce sont les banques de dépôt, celles qui créent de la monnaie. Bon, ensuite, on voit bien que la monnaie, c'est un bien commun. C'est-à-dire que d'abord, dans le passé, c'était les États et les rois qui frappaient monnaie. Donc, même s'ils n'étaient pas forcément représentatifs du peuple, j'en conviens, mais il faut que cette monnaie soit créée sous le contrôle du peuple. Donc, il n'y a pas d'autre solution. Il faut revenir à la solution pour la France d'avant le début des années 80, c'est-à-dire qu'il faut, je vais dire, socialiser les banques. Ou nationaliser comme vous voulez. Après, la forme que ça prendra, je m'en fiche un peu. Mais en tout cas, la monnaie, c'est notre affaire à nous. C'est l'affaire du peuple. Une vraie démocratie ne peut pas se faire sans le contrôle de la monnaie par le peuple. Tant que les banques privées sont créatrices de la monnaie, nous ne sommes pas dans une vraie démocratie. Donc il faut renationaliser, ce qui est fait dans l'histoire. Ce n'est pas vraiment une révolution, ce que je propose. Il faut donc revenir à la nationalisation. Et après, bon là c'est une idée que je lance en l'air, on peut imaginer qu'on trouve d'autres formes de monnaie à côté de la création monétaire par la dette. Bon, comme le disait Thomas, c'est la dette qui précède. D'accord ? Donc que l'on crée la monnaie à partir de la dette, ce n'est pas surprenant, c'est dans la logique de l'histoire. Donc je crois qu'il faut continuer. C'est nécessaire. On a besoin de création monétaire par la dette, de mon point de vue. Mais on peut imaginer des solutions parallèles. Par exemple, que l'État paye ses fonctionnaires par une création monétaire. Alors vous allez me dire, oui, mais attention, là, on va créer de la monnaie à tout va. Non. Il suffira ensuite que l'État détruise dans ses comptes une partie de la monnaie qui lui reviendra sous forme d'impôt. Parce qu'en effet, il faut à la fois créer de la monnaie et la détruire pour pas qu'il y ait de bulles monétaires. Bon, donc, ça permet d'ajuster la politique monétaire. Et je vous fais remarquer qu'au passage, on gagne tous les ans 50 milliards d'euros d'intérêts qu'on n'a plus à verser. Puisque l'État, au lieu d'emprunter ces 50 milliards pour payer ses fonctionnaires, il va les créer lui-même, sans taux d'intérêt.
Donc on gagne 50 milliards. 50 milliards d'euros, je vous rappelle que c'est à peu près le budget du ministère de l'Éducation nationale. Voilà. Donc on peut, par cette façon-là, régler en plus un certain nombre de problèmes. Une autre chose qu'il faut faire, alors le système bancaire, vous savez, c'est des systèmes qu'on appelle des banques de second rang et puis une banque centrale qui, soi-disant, contrôle tout. Ça, on n'en est pas bien sûr. Enfin bon, je vais faire comme si. Donc les banques centrales sont nécessaires pour contrôler l'ensemble du système. Ça, je ne le remets pas en cause. Mais aujourd'hui, je vous rappelle qu'elles sont indépendantes. C'est-à-dire que les banques centrales créent de la monnaie ou contrôlent le système de création monétaire, si elles le peuvent, mais d'une façon complètement indépendante des États. C'est-à-dire que ni l'État, ni le gouvernement, ni les parlements ne peuvent contrôler les banques centrales. Elles sont officiellement indépendantes. Surtout en Europe, où là, il y a une vraie indépendance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gouvernement européen. Il y a un Parlement européen, mais il ne contrôle rien du tout. Donc la Banque centrale européenne est vraiment indépendante. Ce qui n'est pas le cas en Grande-Bretagne, aux États-Unis ou au Japon ou en Allemagne. Elles sont indépendantes, certes, mais quand il faut que l'État, si l'État veut intervenir, il intervient. Je vous rappelle que la dernière fois que ça s'est fait, c'est lorsque l'Allemagne s'est réunifiée. Je vous rappelle que la Banque centrale voulait que 1 $ ouest vale 2 $, pardon, 1 marque ouest vale 2 marques ouest, ce qui était certainement à peu près la bonne valeur, mais pour des raisons politiques, le gouvernement allemand a décidé que c'était 1 pour 1. Et donc, la Banque centrale, bien qu'indépendante, a dû se plier au gouvernement. Et on peut imaginer qu'en cas de panique, tous les gouvernements qui ont une banque centrale indépendante interviendraient de cette façon. Mais en Europe, il faudrait qu'on soit d'accord à 19, enfin, ou 18. Ça devient impossible. Donc la Banque centrale européenne est vraiment indépendante. Ce qui est ça est contre-démocratique. Il faut absolument que la Banque centrale européenne revienne sous le contrôle de la... Il ne me reste plus qu'une minute, il est en train de me faire des signes désespérés. Donc je me dépêche. Et puis il faudrait que ces banques centrales puissent prêter directement aux États. Pourquoi passer par le marché alors qu'on va payer un taux d'intérêt? Parce que lorsque l'État est en déficit, il emprunte sur le marché. Donc il emprunte auprès des banques et donc verser un intérêt aux actionnaires de ces banques. Pourquoi la Banque centrale ne prêterait pas directement aux États ou aux collectivités, y compris aux communes, sans intérêt ou avec un intérêt très faible? Ça nous permettrait de limiter nos dépenses, puisque, en fait, dans l'investissement, la moitié peut être représentée par le taux d'intérêt sur le long terme. Bon. Donc, le fait que les banques centrales puissent prêter directement serait une source d'économie. Je ne sais plus du tout où j'en suis d'ailleurs, mais ce n'est pas grave, je dois dire à peu près l'essentiel. Oui, alors, deux mots sur les solutions qui, à mon avis, ne sont pas les bonnes. Bon, 2 mots sur les crypto-monnaies. Vous avez entendu parler du Bitcoin. Ça représente quand même 100 milliards d'euros qui circulent aujourd'hui avec toutes les crypto-monnaies. Alors, ceux qui le font d'une façon complètement indépendante, puisque je vous rappelle qu'aucun État ne contrôle et ne peut contrôler la création des crypto-monnaies. Alors pour moi, c'est le pire de tout. C'est-à-dire que ce sont des privés qui créent de la monnaie à partir de rien et qui vous la prêtent. Bon, pour l'instant, comme ces monnaies ne servent essentiellement qu'à la spéculation, ce n'est pas très grave. Mais si les crypto-monnaies devaient se développer, cela veut dire qu'on perdrait complètement, les peuples perdraient complètement la maîtrise de la création monétaire. C'est un peu comme si on crée la monnaie à partir d'une autre planète. C'est à peu près le même effet. Ça ne me semble pas acceptable. Les monnaies complémentaires, c'est une solution qu'on peut préconiser, mais elles ne sont que complémentaires. Parce que je vous rappelle que dans la plupart des monnaies complémentaires, il n'y a pas de pouvoir de création monétaire. C'est-à-dire que je pense à la roue locale, par exemple ici, la roue est créée à partir d'euros. C'est-à-dire que lorsque vous créez une roue, vous mettez 1 € en dépôt à la banque. Donc ce n'est pas une vraie création monétaire. Et ce qu'il faut récupérer pour nous, peuples, c'est la création monétaire. Et je termine. Il me reste 30 secondes, hein, tu es d'accord ?
Bien, je finis par une autre petite phrase. Celle-là, elle est de Rothschild. Qu'on m'accorde le contrôle de la monnaie d'une nation et je me fiche de savoir qui fait les lois. Voilà. Vous voyez que Ford et Rothschild avaient tout compris en fait. Et ça fait plus d'un siècle que c'est écrit. Donc on a tout ce que je vous raconte ce soir, on le sait depuis un siècle. En tout cas, les vrais actionnaires, eux, le savent. Donc prenons-les au mot. Bonne soirée.